Le sang glissait de ses poignets et se mêlait à la poussière rouge du Wyoming, et j'ai compris à cet instant que j'allais peut-être perdre tout ce que j'avais construit. J'avais 45 ans, agenouillé près d'une femme apache mourante sous un vieux saule, au bord de Crow Creek. Sa respiration était brisée, ses cheveux noirs collaient à ses épaules brûlées par la chaleur, et malgré son état, sa présence m'avait coupé le souffle, comme lorsqu'on se retrouve face à un animal sauvage prêt à se défendre. Ce qui aurait été raisonnable, évidemment, aurait été de partir. Les affaires internes d'un peuple ne me concernaient pas. Mais en voyant les liens de cuir qui entaillaient sa peau et en cherchant le pouls fragile dans son cou, j'ai entendu la voix de ma femme défunte me revenir. Elle disait toujours qu'un homme se révélait lorsqu'il n'y avait personne pour le regarder. Et parfois, la loi et ce qui est juste prenaient deux chemins opposés. En septembre 1878, j'avais choisi la solitude après avoir enterré Sarah et nos 2 enfants, victimes d'une épidémie fulgurante. Ce jour-là, en vérifiant mes clôtures, j'ai aperçu une tache de couleur au sol. Mon cheval s'est cabré comme s'il avait vu un mauvais présage. Elle était là, effondrée au pied du saule, les mains attachées, la tenue déchirée, le dos marqué de traces violentes. Ses bijoux et son vêtement montraient qu'elle appartenait à une communauté apache, et les herbes brûlées dans ses cheveux indiquaient un rituel de purification interrompu. Ce n'était pas une agression quelconque, mais une sanction de son propre peuple. Je connaissais les risques, les tensions entre l'armée et les nations autochtones étaient encore vives. Pourtant, en la voyant lutter pour respirer, je n'ai pas pu l'abandonner. Je l'ai libérée, l'ai portée jusque chez moi, elle était légère comme si la souffrance l'avait vidée de ses forces et ses yeux ambrés, quand elle a repris conscience quelques secondes, avait une fierté farouche qui m'a bouleversé. Arrivé à ma cabine, je l'ai installée dans mon lit et ai commencé à soigner ses blessures. Elle s'est réveillée d'un coup, brandissant un petit couteau, méfiante mais lucide. Je l'ai apaisée tant bien que mal, et elle a fini par me demander pourquoi je l'avais aidée. J'ai répondu que partir l'aurait rendu mon âme encore plus lourde qu'elle ne l'était déjà. Elle m'a confié s'appeler Ayana, un nom que son clan lui avait retiré parce qu'elle avait refusé d'épouser un homme violent qu'on lui imposait. Ici, je lui ai dit qu'elle pouvait choisir le nom qu'elle voulait. Elle a choisi Anna, appris dans une école missionnaire. Elle m'a laissé nettoyer ses plaies, et j'ai senti qu'elle observait chaque geste. En voyant les objets de Sarah dans la maison, elle m'a demandé où était ma famille, et j'ai dû lui dire qu'ils reposaient sur la colline derrière la cabane. Elle a compris ma solitude aussi clairement que si elle l'avait vécue. Les jours suivants, alors qu'elle retrouvait lentement ses forces, elle s'est montrée déterminée à participer. Elle réparait, cuisinait, jardinait avec une habileté tranquille, et je réalisais peu à peu qu'elle n'était pas seulement une survivante, mais une femme courageuse, indépendante et profondément digne. Un matin, je l'observais réparer une bride ornée de motifs de perles qui transformait un simple cuir en véritable œuvre d'art. « Je me dois cela », répondit-elle sans lever les yeux. « Je refuse d'être à la charge de qui que ce soit. » Pourtant, ce furent les petits gestes qui finirent par me désarmer. Sa manière de fredonner en travaillant, ces mélodies douces de son peuple qui me serraient la poitrine, ou encore la façon dont elle se tenait sur le porche au coucher du soleil, le vent plaquant sa jupe contre ses jambes alors qu'elle contemplait le ciel embrasé. Même le simple geste d'attacher ses cheveux semblait suivre un rythme à elle. 3 semaines après son arrivée, elle m'a surpris en train de la regarder pendant qu'elle étendait le linge. Nos regards se sont croisés, et en un instant, un aveu silencieux a circulé entre nous, celui d'un sentiment que nous faisions semblant d'ignorer. Ce soir-là, elle avait préparé un ragoût de lapin parfumé à la sauge. Nous mangions en silence lorsque sa voix a rompu le calme. « Parle-moi d'elle, de la femme qui partageait ta vie. » J'ai reposé ma cuillère. Pourquoi? Parce qu'elle est encore ici, dans cette maison. Je la vois dans ta façon de plier les vêtements ou de mettre la table. J'ai souri tristement. C'était Sarah, douce, lumineuse, persuadée du bien présent en chacun. Elle t'aurait apprécié. Elle disait toujours que la force et la bienveillance n'étaient pas opposées, juste 2 façons différentes de prendre soin. Anna m'a observé longuement. Et moi, vois-tu de la douceur en moi? La question est restée en suspens entre nous. En la regardant vraiment, je voyais une femme qui avait traversé la trahison et la violence, qui travaillait plus dur que n'importe qui, capable d'apprivoiser un cheval sauvage par la seule voie ou d'éloigner un danger sans hésiter. Je vois quelqu'un qui choisit de réparer plutôt que d'attaquer, ai-je fini par dire. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, Anna s'était levée pour se placer près du feu, sa silhouette illuminée d'or. Lorsqu'elle a retiré les épingles de ses cheveux, ma respiration s'est suspendue.
Sa chevelure sombre a glissé sur ses épaules comme une cascade. Autrefois, je ne laissais mes cheveux détachés que devant celui auquel j'étais promise, dit-elle doucement. Puis elle s'est tournée vers moi, le regard ferme. Mais je n'appartiens plus à ce monde, et tu m'as montré ce que signifie le respect. L'air vibrait entre nous. Je me suis levé lentement, conscient de sa proximité et de la chaleur qui émanait d'elle. Anna. Ma voix s'est brisée. Elle s'est rapprochée encore. Veux-tu que je m'en aille? Non, mais je ne veux pas dépasser les limites. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Et si c'était moi qui décidais d'avancer? Ce qui suivit fut un moment de tendresse profonde, où deux êtres longtemps seuls se retrouvaient enfin. Nous nous sommes rapprochés avec hésitation, puis avec une intensité sincère, cherchant l'un chez l'autre un refuge qui nous manquait depuis trop longtemps. Après cela, nous sommes restés enlacés, sa tête posée contre mon cœur, tandis que mes doigts jouaient dans ses cheveux. Je ne pensais plus pouvoir ressentir cela, ai-je murmuré. Elle m'a regardé avec la même surprise. Moi non plus, mais certaines choses méritent d'être vécues, même si elles font peur. 3 semaines de paix se sont écoulées avant que des chevaux ne s'arrêtent près du ranch. Anna fut la première à entendre les pas des Apaches, dit-elle, et son sourire s'éteignit d'un coup. 5 cavaliers apparurent, menés par un homme plus âgé dont la présence imposait le respect. Mon oncle, souffla-t-elle. Lorsqu'ils s'arrêtèrent à la limite de ma propriété, l'homme avança seul. Je cherche celle qu'on appelait Ayana, dit-il. Je suis ici, oncle, répondit-elle en retrouvant toute la dignité de ses origines, tout en restant près de moi. Tu t'égares, enfant, répondit-il sombrement. Cet homme t'a éloigné de ce que tu es. Elle secoua la tête. Il m'a rappelé ce que je choisis d'être. Je suis libre pour la première fois. Son oncle éclata d'un rire amer. Tu abandonnes ton peuple pour une vie qui n'est pas la tienne. Anna ne recula pas. Mon père est mort pour que nous puissions choisir notre voie. Je l'honorai en choisissant la mienne. Je m'avançai enfin. Avec tout le respect, monsieur, votre nièce est arrivée ici blessée et épuisée. Je lui ai simplement offert un endroit sûr. Et pourtant tu l'as gardée auprès de toi, répondit-il. Je tiens à elle, dis-je simplement. L'homme me jaugea longuement avant de revenir vers Anna. Reviens. Le conseil l'a décidé. Si tu renonces à cette folie, tu pourras retrouver ta place. Tu seras uni à celui qui t'était destiné et il promet de ne pas te traiter durement si tu obéis. Le visage d'Anna se figea. On dit pourtant qu'il a déjà fait du mal. Il était mal assorti avec elle, répondit son oncle. Toi, tu es résistante. Tu t'en sortiras. Survivre n'est pas vivre, répondit-elle d'une voix qui se raffermit. Et le silence retomba, lourd de choix impossibles. Lorsqu'on lui annonça qu'en choisissant de vivre libre, elle serait considérée comme disparue aux yeux de sa famille, Anna répondit avec une calme détermination. L'ancien guerrier mit pied à terre. Je crus un instant que la tension allait éclater, mais il sortit un couteau dans un geste solennel et coupa une mèche de cheveux d'Anna, déclarant d'une voix cérémonieuse que la femme portant son visage n'appartenait plus au leur. Ce fut une douleur profonde pour elle, mais elle resta droite, sans détourner le regard. Puis son oncle ajouta, avec une nuance différente dans le ton, que si l'homme à ses côtés parvenait à prouver sa valeur, peut-être qu'un espace entre les deux mondes pourrait encore exister pour elle. La preuve demandée était simple et terrible, un affrontement à l'aube contre leur meilleur combattant. S'il gagnait, il reconnaîtrait son engagement. S'il perdait, Anna retournerait parmi les siens pour y être jugée. Et s'il refusait, il l'emporterait immédiatement. Je vis dans les yeux d'Anna une peur silencieuse, convaincue que je choisirais ma propre sécurité. Pourtant, en la regardant, cette femme qui avait ramené la lumière dans ma vie, ma décision était déjà prise. Cette nuit-là, malgré ses supplications pour que je m'enfuie, je restai. À l'aube, sous la brume froide de Crow Creek, la rencontre eut lieu selon leur tradition. Le champion, immense et marqué par d'innombrables combats, avançait avec une détermination implacable. Le duel fut bref, brutal, un mélange de poussière, de souffles coupés et de coups échangés. Malgré sa force, l'expérience acquise au fil de mes épreuves finit par l'emporter. À genoux, le guerrier rendit les armes et je choisis de lui laisser la vie, convaincu que la clémence pouvait être une preuve plus forte que la force brute. 6 mois plus tard, Anna observait les prairies depuis notre porche, une main posée sur son ventre arrondi, attendant notre enfant. Elle vivait entre deux mondes.
Ses cheveux étaient noués à la manière des colons, mais ses bracelets d'argent rappelaient ses origines. Les siens ne l'avaient jamais totalement oublié, même si, désormais, il la laissait vivre sa propre route. Quand je revins vers elle après une longue journée, elle se blottit contre moi avec tendresse, affirmant qu'elle ne regrettait rien. Quitter son peuple avait été un choix difficile, mais trouver un foyer avait donné un sens à ce sacrifice. Elle me confia que certaines décisions paraissent incomprises, mais qu'elles deviennent justes lorsqu'elles naissent de l'amour et du courage. Parfois, il faut risquer tout ce que l'on possède pour enfin comprendre qui l'on est vraiment, et c'est dans cette vérité que nous avions trouvé notre place. L'hiver suivant fut l'un des plus rudes que le Wyoming ait connu depuis des années. Les vents descendaient des montagnes comme des bêtes affamées, rugissant contre les murs de notre cabane. Pourtant, jamais je ne m'étais senti aussi déterminé à tenir debout. Anna avançait chaque jour un peu plus dans sa grossesse, et chaque fois qu'elle posait ma main sur son ventre, j'avais l'impression qu'un avenir que je n'osais plus imaginer prenait forme sous mes doigts. Un soir, alors que la neige recouvrait la plaine d'un manteau immobile, Anna eut ce geste qui me serrait toujours le cœur. Elle frotta ses poignets, là où les liens l'avaient meurtrie autrefois. « Ce ne sont plus des marques de blessures, me dit-elle. Ce sont des signes de passage. » Mais dans son regard, je distinguais une ombre que je ne connaissais que trop bien. Une inquiétude silencieuse, un fil tendu entre le passé et ce qui nous attendait. Les premiers signes de tension revinrent au printemps. Des silhouettes apparaissaient parfois sur la crête au loin, immobiles comme des pierres, observant le ranch. Je savais à leur démarche qu'il s'agissait d'hommes de son ancien clan. Ni hostiles, ni amicaux, seulement présents. Là pour rappeler qu'entre deux mondes, les équilibres sont toujours fragiles. Puis, un matin, alors que j'étais en train de réparer la barrière nord, Anna arriva en courant, le souffle court, une main sur son ventre. « Ils sont là, dit-elle. » Je levai les yeux, et une petite délégation s'approchait, menée par un homme que je n'avais jamais vu, jeune, fier, portant un collier de cornes sculptées. Anna pâlit aussitôt. « C'est Coyote Lante, celui qu'on voulait que j'épouse. » La colère me traversa aussi vite que la peur. Je faisais un pas vers la maison pour la mettre à l'abri, mais elle m'arrêta. « Non, je ne me cacherai plus. » Elle redressa les épaules comme le jour où elle avait affronté son oncle, mais je sentis sa main trembler légèrement. L'homme descendit de cheval et nous observa d'un regard sombre. Je voulais voir celle qui a choisi de tourner le dos au sien. Sa voix n'était pas agressive, mais elle portait la rugosité de ceux qui ne pardonnent pas. « On dit que tu attends un enfant. » Anna posa instinctivement sa main sur son ventre. « Cet enfant est le mien. Je choisirai ce qu'il deviendra. » Un silence glacial s'installa. « Ton père t'avait donné à moi, dit-il finalement, sans élever la voix. Ta fuite a été une honte. Mais certains dans le clan pensent que l'enfant devrait être élevé selon nos traditions. D'autres croient que tu es perdu pour nous. » Je me plaçai devant elle. « Tu n'enlèveras personne ici. » Son regard se posa sur moi avec une lenteur calculée. « Je ne suis pas venu l'enlever. Pas aujourd'hui. Mais sache que le conseil se divisera à la naissance de cet enfant. Certains voudront qu'il appartienne au peuple qui a du sang dans ses veines. » Anna serra ma main. Coyote Lante ajouta, « Ton oncle vieillit. Celui qui prendra sa place décidera de l'avenir des enfants nés entre deux mondes. » Son ton devint plus dur. « Et je suis bien placé pour devenir ce chef. » Il se tourna vers Anna. « Quand ton père a annoncé que tu me serais promise, j'ai cru que nos chemins étaient déjà unis. Tu as brisé cet accord, et je ne te poursuis pas pour ta trahison. Mais l'honneur d'un clan ne se brise pas aussi facilement que la volonté d'une femme. » À ces mots, Anna fit un pas vers lui, ses yeux étincelants. « Ce n'est pas moi qui ai rompu un honneur. C'est un homme qui n'a pas compris que la force n'a jamais justifié la possession. » Le guerrier la fixa longuement, comme si ces mots venaient de fissurer quelque chose en lui. Puis il remonta sur son cheval. « Prépare-toi, dit-il. Quand l'enfant viendra au monde, le conseil enverra quelqu'un. Peut-être pour discuter. Peut-être pour le réclamer. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui un silence plus lourd que n'importe quelle menace. Ce soir-là, Anna pleura pour la première fois depuis que je la connaissais vraiment. Pas de peur pour elle, mais pour notre enfant. Je l'ai prise contre moi, promettant de tout faire pour protéger notre foyer, même si cela signifiait affronter un peuple entier. Les jours suivants furent tendus, chaque ombre dans les collines nous rappelant que rien n'était simple.
Pourtant Anna garda sa dignité et son courage, et je me rendis compte que la véritable bataille n'était pas seulement contre des hommes, mais contre des siècles de traditions, de frontières, de blessures invisibles. Un soir, alors que le soleil disparaissait et que les coyotes commençaient leur chant, Anna me dit « Si un jour ils viennent, promets-moi une seule chose. Ne tue pas leur chef. S'ils perdent leur leader, le clan explosera. Et alors, ce ne sera plus une négociation, mais une guerre. » Je la regardai, frappé par sa lucidité. « Promets-le, insista-t-elle, une main sur son ventre. Je posai ma main sur la sienne. « Je te le promets. » Mais au fond de moi, je savais déjà que la paix ne tiendrait pas éternellement, et que lorsque viendrait l'heure, il faudrait choisir entre les liens du sang et ceux que nous avions créés ensemble. Les semaines passèrent comme une longue respiration retenue. Anna avançait dans sa grossesse, et chaque soir je voyais ses traits se tendre un peu plus, non de douleur, mais de cette inquiétude sourde qui naît lorsqu'un avenir fragile dépend de forces que l'on ne maîtrise pas. Au début de l'été, alors que les herbes hautes ondulaient sous le vent, Anna se réveilla en pleine nuit, la respiration courte. « Ce n'est rien », disait-elle, mais sa voix tremblait. Je la soutins jusqu'au fauteuil près du feu, et elle posa une main sur son ventre. L'enfant, il bouge beaucoup cette nuit. Mais ce n'était pas ce mouvement-là que je voyais dans ses yeux, c'était la prémonition. Elle avait senti quelque chose. Au lever du jour, un signe apparut. Une fumée, très fine, tout au nord. Un signal de clan. Anna devint livide. C'est eux. Ils attendent la naissance. Ses doigts s'accrochèrent aux miens, comme si elle avait peur que je m'éloigne. Ce n'est pas un avertissement, c'est une annonce. Ils sont prêts. Je me rendis à l'évidence, le temps nous était compté. Les jours suivants furent emplis d'une étrange routine. Anna continuait de jardiner, de cuisiner, de réparer les objets de la maison comme si rien ne changeait, mais je voyais qu'elle s'arrêtait parfois pour écouter un bruit lointain ou fixer un point invisible à l'horizon. Le soir, elle posait sa tête contre mon épaule et restait silencieuse, comme si les mots n'apportaient plus de réponse. Puis, une nuit, alors que le tonnerre grondait au loin, les premières douleurs commencèrent. Anna me serra le bras avec une force qui me surprit. « C'est trop tôt », murmura-t-elle. « Le bébé, il arrive. » Je préparais de l'eau chaude, des couvertures, et tentais de rester calme, mais mon cœur battait comme un tambour. La pluie frappait la toiture avec la violence de la peur elle-même. Les heures passèrent. Le travail d'accouchement fut long, intense. Anna, d'habitude si mesurée, se cramponnait au drap comme à un fil de vie. Elle ne cria pas une seule fois. Mais son souffle s'arrachait à elle comme si chaque battement lui coûtait. Quand enfin l'enfant naquit, juste avant l'aube, un silence sacré remplit la pièce. C'était une petite fille. Je la déposai contre la poitrine d'Anna. Elle pleurait doucement, un son fragile qui me transperçait. « Elle est belle », murmurai-je. Anna hocha faiblement la tête, mais son visage était pâle. Trop pâle. « Anna ?» Je posai ma main contre sa joue. Elle respirait, mais à peine. Elle avait perdu plus de sang que je ne l'avais compris. Elle ouvrit les yeux, cette lumière ambrée vacillante. « Ne t'inquiète pas, je resterai. » Je croyais à une promesse. En réalité, c'était une lutte. À midi, alors que l'orage avait laissé place à un ciel lavé de gris, des silhouettes se profilèrent sur la colline. Je pris ma carabine, bien décidé à protéger ma famille. Mais Anna, encore faible, posa sa main sur la mienne. « Ne fais pas ça, pas devant elle. » Les cavaliers se rapprochèrent. Il y en avait 6. Parmi eux, l'oncle d'Anna et Coyotelante. Ils mirent pied à terre et avancèrent jusqu'à la clôture. Le vieil oncle leva la main en signe de paix. « Nous avons appris que l'enfant est né, dit-il d'une voix grave. Nous venons selon la tradition. » Coyotelante ajouta « Nous voulons la voir et entendre les décisions pour son avenir. » Anna, tenant notre fille dans ses bras, se redressa tant bien que mal. Ses yeux brillaient d'une force qui me fit comprendre à quel point sa volonté surpassait la douleur. « Voici mon enfant. Elle ne vous appartiendra pas, mais je ne l'éloignerai pas de ses racines. Elle connaîtra votre langue, vos chants, mais elle grandira là où mon cœur a choisi de vivre. » Le vieil homme la contempla longuement. Puis, avec une lenteur presque rituelle, il posa un genou à terre.
Il toucha la tête du bébé du bout des doigts. Alors elle est déjà des deux mondes, dit-il. Et nul ne coupera cela. Coyotélante, lui, resta figé. Une douleur passa dans son regard, mais aussi un respect qu'il ne pouvait pas admettre à voix haute. Après un silence lourd, il déclara « Si tu restes vivante pour l'élever, alors je n'ai plus de mots à dire. » Sa voix se brisa presque. « Mais si tu mourais, alors le clan réclamerait ce qui lui revient. » Anna se redressa davantage. « Je vivrai, dit-elle simplement. » Il baissa les yeux. Il savait qu'il venait de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Ils repartirent sans menace, sans colère. Seulement avec ce silence des peuples qui comprennent qu'une histoire vient de prendre un chemin imprévu. Ce soir-là, alors que notre fille dormait contre lui, Anna murmura « Nous devons lui donner un nom, un qui parle de lumière. » Je lui demandai ce qu'elle avait en tête. Elle sourit faiblement. « Nita. Cela veut dire oursine lumière dans la langue de mon peuple. Une petite lumière protégée par des piquants, parce qu'elle devra apprendre à briller et à se défendre. » Je répétai le nom, et il s'inscrivit en moi comme un serment. Anna ferma les yeux, apaisée. Nita, notre fille entre deux horizons. Puis elle s'endormit, ma main serrée dans la sienne. Mais tard dans la nuit, quand la maison ne bruissait plus que du souffle léger du bébé, je compris que l'histoire n'était pas encore achevée. Car entre deux mondes, rien n'est jamais stable. Et certains choix demandent plus que du courage. Ils exigent des sacrifices.